Bienvenue, mesdames et messieurs, à cet entretien. Nous sommes avec son Excellence Ngola Marie-Françoise Ramadan Mamata, ministre des Arts, de la Culture et du Tourisme en République centrafricaine. Madame la ministre, bonjour. Bonjour, monsieur Bachir. Et merci de nous faire l'honneur de nous accueillir ici, dans votre cabinet, au moment où le pays est quand même en pleine ébullition. Et nous sommes en pleine période électorale. Déjà un mot peut-être là-dessus. Je suis déjà ravie de vous recevoir. Oui. Merci. Nous sommes en période électorale, il y a les élections, et pour une première fois, les élections groupées. Oui. 4 élections présidentielles, législatives, régionales et municipales. Oui. Donc c'est quelque chose de vraiment costaud, une première depuis plus de 40 ans. Et donc nous sommes dans la flamme de la campagne, Oui. et aussi de sensibiliser les gens à aller voter et à faire le bon choix. Alors, de faire le grand choix. Et pour vous, le grand choix, ce serait lequel? Puisque là, bon, au niveau de la présidentielle, on sait qu'il y a le président sortant, le professeur Faustin Archange Touadéra. En face de lui, il y a quand même des ténors de la politique, tels qu'Anissé Georges Lodguélé, et on a Henri-Marie Dondra, pour ne citer que ceux-là. Oui. Eh bien, le grand choix, pour me répéter, ce serait lequel? Le grand et le bon choix pour moi, Oui. depuis 2015, est et demeure le professeur Faustin Archange Touadéra. Je suis une personne loyale, Ouais. et mon choix n'a pas changé, et pour de raisons réelles. Alors, qu'est-ce qui ferait, ou qu'est-ce qui fait justement du professeur Faustin Archange Touadéra ce grand choix auquel vous faites allusion? Déjà en 2015, quand il s'est présenté, certes, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas, mais quand arrivé au second tour, il était face à Dolo Guélé. Ouais. Je n'ai pas cherché à connaître sa profession de foi ou tout ce qu'il avait déployé comme plan, mais en voyant rien que l'adversaire qui était en face et qui était en tête, Dolo Guélé, je me suis dit, pas celui-là. Parce que mes parents ont souffert d'arriérés de salaire, mes parents ont souffert de suspension à leur travail, et le pays n'était pas assez stable financièrement. Donc même s'il promettait réparer ce qu'il a fait, je me suis dit, niet. Donc j'ai choisi le candidat Touadéra, Sans le connaître. sans le connaître. Oui. Bien que ma mère travaillait déjà avec lui. Oui. Il était Premier ministre et ma mère était sa conseillère, une de ses conseillères. Donc je me suis dit, je mise sur ce candidat-là. Et pendant la campagne et tout, j'ai appris à le connaître et j'ai voté pour lui et il a été élu. Oui. Et ensuite réélu en 2020. Là, j'ai battu campagne avec plus de maturité, de compréhension. Et là, nous sommes dans une troisième phase, on va dire. Troisième phase, première élection de la 7e République. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait motiver justement votre soutien à la candidature du président pour, cette fois-ci, un septennat? Ce qui motive mon soutien au président, il faut que les gens sachent que nous sommes dans un pays, certes, il y a la paix, mais cette paix-là est comme un œuf, lui-même il le dit, et qui est fragile. Oui. Nous sommes dans un pays où on parle de continuité de l'État. Et vous verrez dans les faits, vous qui êtes habitués à venir ici, il n'y a pas cette continuité de l'État dans la réalité. Oui. Quand quelqu'un vient remplacer, c'est-à-dire celui qui l'a précédé, il balaye tout ce qu'il a fait. Oui. Les Tous gens les sont acquis disparaissent. Tous les acquis disparaissent et il veut recommencer. Oui, le président, à cet effet, disait d'ailleurs dans le cadre d'un meeting à Boïra, Oui. il disait que si on a remarqué auparavant, tous les 10 ans, il y avait une nouvelle guerre en RCA. Tout Tous à les fait. 10 ans, il y avait une nouvelle guerre. Tout à fait. Oui. Là, c'est une des raisons, et je vous dirai ça plus tard. Oui. Donc, il n'est pas question que ce qu'il a commencé de bien depuis 2016 s'arrête là. Oui. Certes, c'est pas comme s'il faisait un coup d'État ou qu'il forçait pour rester. Il nous laisse le choix d'aller aux élections et de choisir. Si on estime qu'il peut laisser la place à un autre, il laissera la place. Mais si on estime qu'il doit continuer ce qu'il a commencé, eh bien qu'il le fasse. Et c'est également, j'ai aussi décidé de le soutenir pour briser ce cycle de 10 ans. Nous sommes des êtres humains, Oui. nous sommes avant tout spirituels. Et le président également est très spirituel, il n'a jamais caché sa foi. Chaque 10 ans, il y a un coup d'État. Il ne faut pas se mentir. Donc, si l'on peut, là, oser briser cette malédiction, si je puis dire ainsi, nous allons le faire. Donc, moi, je suis pour qu'on brise cette malédiction de chaque 10 ans et je suis pour qu'il soit réélu et qu'il continue ce qu'il a commencé.
C'est pas parce qu'il a consumé quelque chose de mauvais qu'on va se dire, bon, il y a un semblant de paix, on continue avec lui. Non. Et pour certains, il y a aussi la peur de l'inconnu. Pour certains qui n'ont pas le temps de prendre, de lire sa profession de foi ou bien de le connaître, ils ont juste peur de changer de président. Oui. C'est juste que depuis 10 ans, il est là, on n'a pas couru par-ci, par-là, on va au champ tranquillement, les musulmans peuvent aller à Bouéra, peuvent aller en ville, les chrétiens peuvent aller au kilomètre 5. Ce monsieur, on le garde parce qu'on ne sait pas ce que nous attend demain. Oui. Donc pour les uns, c'est la peur de l'inconnu. Pour d'autres, c'est parce qu'ils ont lu son plan, ils savent ce qu'il vaut, ils savent ce qu'il fait depuis. Et pourquoi pas? Il a fait 2 mandats, c'est vrai, de 5 ans, ça fait 10. Mais en 5 ans, il a passé le temps à pacifier le pays, à discuter avec ceux qui nous ont dérangés, qui nous ont troublés. Donc pour moi, entre guillemets, il a presque perdu un mandat à pacifier le pays. Mais ce n'est pas vraiment une perte. Et quand vous dites à discuter avec ceux qui nous ont troublés, vous faites allusion aux différentes assises, les dialogues qu'il y a eu entre le gouvernement et les groupes armés. Oui. Alors que dans d'autres cieux, on nous dit qu'on ne discute pas avec un terroriste. Oui. Mais ici, en RCGA, on nous impose de discuter avec des terroristes. Les terroristes, vous savez, ils peuvent dire oui aujourd'hui, demain dire non. Tout à fait. Le président a signé plusieurs accords avec ces rebelles. Mais maintes fois, ils ont brisé cet accord. Ils n'ont pas respecté cet accord. On a dû recommencer plusieurs fois. Donc, on peut dire qu'il a commencé à travailler à partir de 2021. Et là, on est déjà en 2025. On se dit déjà, et grâce au référendum qui a été voté à plus de 90%, et pas que par les partisans du MCU, non, par tous les Centrafricains, peu importe leur parti politique, ils ont maintenant le choix d'aller aux urnes et d'élire le président de leur choix. Mais le mien reste le candidat numéro 1, qui est président Faustin Archange Touadéra. En tout cas, le message, il est clair. Vous l'avez représenté, je crois, c'était à Bria. Pour le défilé. Oui, pour le défilé. En différé, oui. Alors, comment ça s'est passé de ce côté-là? Ah, d'accord. C'est vrai que le 1er décembre, qui est le jour de la proclamation de la République centrafricaine, le grand défilé se passe ici à Bangui, sur l'avenue des Martyrs. Ensuite, tous les ministres résidents doivent partir dans les préfectures et faire la même chose en tant que représentant du président. Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai été désignée pour aller à Bria en tant que ministre intérimaire. Et Bria était juste magnifique. Bria est dans la Haute-Coteau, une très grande sous-préfecture, préfecture qui a souffert de la rébellion des groupes armés, qui est même à plus de 50% musulmans. C'est une ville à 50% musulmane. Et c'est là-bas qu'il y a le diamant, là-bas qu'il y a des hommes d'affaires. Et c'est à la frontière, je crois que ça doit être du Tchad ou du Soudan, excusez-moi. Et donc les rebelles, oui voilà. Et donc les rebelles ont beaucoup infiltré là-bas, ont beaucoup fait du mal à la population, mais qui depuis l'arrivée du président Touadéra respire. Et donc quand j'ai été pour le défilé, c'était juste magnifique, parce que nous avons nos alliés de la MINUSCA qui sont basés là-bas depuis des années et qui ont pu défiler, mais avec fierté pour la première fois. Ils ont défilé à nos côtés pour nous dire que on est ensemble dans ce combat. Ils nous ont aidés à pacifier le pays. Ils ont plusieurs structures là-bas. La population me dit on respire maintenant un nouvel air. Et je pense que d'ici un jour ou deux, le président sera à Bria. Il faudra le sol de Bria. Et Bria, je sais, va l'accueillir d'une manière spectaculaire. Justement, j'allais demander comment est-ce qu'il pourrait être accueilli pour vous qui avez déjà une idée de ce qui a pu se passer lors du défilé. Déjà, rien que moi, ministre, j'ai magnifiquement été accueilli. Mais lui, déjà, ce sera au niveau de l'aérodrome. Et ce sera grandiose comme on a pu voir à Bossangwa. Vous savez, Bossangwa est le fief, on peut dire, de l'ancien président général Bozizé. Donc le président Touadéra a dû faire un grand travail pour que les gens de là-bas puissent vraiment l'accepter et l'apprécier. Et je crois qu'il y a 6 mois, il a été à Bossangwa et j'étais là. Et la foule qu'il y avait, ils ont dit que la guerre s'est terminée. Ce n'est pas question de telle ethnie et telle ethnie. C'est le président Touadéra et c'était vraiment magnifique. Dans Bossangwa, on l'appelle aussi Boston. Voilà, Boston. D'accord. Et le président Touadéra a été là-bas ce week-end. Et c'était juste waouh. Et ils ont donné une contribution
pour qu'il aille à ces élections. Une contribution grandiose. Je ne sais pas si vous êtes au courant, je ne sais pas si vous avez le droit d'en parler. Non, naturellement, puisqu'ils l'ont fait en public, c'est pas caché. Voilà. C'est 70 millions. 70 millions de francs CFA que la population a rassemblé pour dire au président, allez de nouveau vous représenter. En tout cas, nos caméras étaient là-bas. Plus de 100 000 euros. Oui. Parce que 100 000 euros, c'est 65 millions. Oui. Vous voyez, c'est pour dire, ce n'est pas une corruption, c'est pour dire, nous tenons à ce que vous allez aux élections. Et Bossangwa, comme on dit, c'est Luampende. Quand on gagne Luampende, on a déjà gagné les élections en RCA. Donc, c'est là-bas. Il est voté à 90%, 99%, ce sera déjà fait. Pareil comme Bamili Bangoran, où je suis la ministre-présidente numéro 2. Voilà. Alors, et l'opposition dans tout ça, on a l'impression que ça ne bouge pas du tout du côté des opposants. Qu'est-ce qui se passe? L'opposition en Centrafrique n'existe qu'à travers, je peux dire, deux choses. À travers les groupes armés, soit c'est les groupes armés à faire du bruit, soit c'est à travers la politique de la chaise vide. Parfois, l'opposition se dit qu'il n'y aura pas élection, donc on ne se prépare pas. On sait qu'à la dernière minute, on va tout secouer, on va faire, voilà, et il y aura un coup d'État. En 2020, c'était pareil. Dolo Guelleh ne s'est pas préparé à aller aux élections. Il s'est plutôt rendu dans la brousse, aux côtés de Bozézé, signer un accord avec lui. Et Bozézé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenté, une fois de plus, un coup d'État. Tout ça pour qu'il n'y ait pas élection. Mais ça a été voué à l'échec. Décembre 2020. Voilà, décembre 2020. Ça a été voué à l'échec parce que notre armée était déjà préparée ainsi que nos alliés à les accueillir et à les cueillir. Et ce fut le cas. Là encore, Dolo Guelleh et les autres n'étaient pas très chauds. C'est vrai qu'il y a eu dialogue avec l'opposition, le BRDC qui a voulu aller au dialogue avec le président Touadéra. Le Premier ministre les a reçus. Finalement, si vous voyez bien, BRDC ou BDRC là, c'est retiré. Le bloc des Républicains pour la défense de la Constitution. C'est retiré, ne va pas aux élections. Dolo Guelleh a décidé de partir aux élections, du coup il a été exclu de leur groupe. Dolo Guelleh ne croit pas trop à ces élections, parce qu'il se dit qu'il y aura un coup d'État ou il y aura un report. Mais il n'est pas question de report. Oui, mais il est bien candidat. Sa candidature a été validée, me semble-t-il. En tout cas, c'est un fait, malgré comment dire, la question de nationalité qui représente un tout petit souci. Tout à fait. Il n'y aura pas de coup d'État. Il n'y aura pas de report d'élection, sinon nous tombons dans une transition, ce que nous ne voulons plus. Il y aura bien élection. Et le temps que lui se réveille, on aura déjà voté d'ici le 28. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres aussi qui sont candidats, mais qu'on ne voit pas assez. Très bien. Alors, je voudrais qu'on aborde à présent votre département ministériel. Quel est le bilan que vous faites de la politique culturelle et touristique menée sous le président Faustin-Archange Touadéra et quels acquis méritent selon vous d'être consolidés ou d'être revus? Nous sommes dans un pays qui a plusieurs atouts. Rien qu'au niveau ethnique et culturel, la RCA a plusieurs ethnies. Et la RCA a une forêt qui est magnifique, qui est vierge. Quand on survole, on peut regarder, côté touristique, qu'on a de quoi offrir aux gens. On a des parcs qui sont magnifiques, on a des animaux qui sont rares. C'est vrai qu'on a un souci d'infrastructure, comment accéder à ces lieux, à ces sites afin de les apprécier. Au niveau du ministère, on a pu, avec le PNUD, mettre en place un document qu'on appelle la politique du département par rapport au tourisme. On a pu, selon la tournée qu'on a eue, dans toute la RCA, on a quand même pu recenser 120 sites qui peuvent être exploités. 120 sites. Certains sont aux frontières, c'est vrai. Tant qu'il n'y aura pas une paix, 100% une sécurité au niveau du Tchad et du Soudan, on aura du mal à exploiter certains endroits. La RCA a beaucoup à offrir. Voilà pourquoi asseoir la paix prend du temps. Les gens ne voient que Bangui. Non, il n'y a pas que Bangui. Le président est en train de faire asseoir la paix et à Bangui, et dans l'arrière-pays, et aux frontières. Avec le Tchad, ça commence à aller. Les frontières ne sont plus poreuses comme auparavant. L'armée fait un excellent boulot. Au niveau du Soudan, c'est vrai qu'il y a des poches, sécurité, tout ça, il y a des petits soucis. Mais tant que là-bas, tout ne sera pas. C'est vrai que 100%, ça n'existe pas vraiment en matière de sécurité. Mais nous avons beaucoup à offrir. Je pense que quand la sécurité nous permettra, même si c'est déjà le cas, de voyager, il faut vraiment qu'il y ait des infrastructures nous permettant de faire le déplacement. C'est-à-dire en matière de route. Il faut qu'on nous ouvre des routes afin d'accéder à ces sites, de faire 10 heures de route parce qu'il y a des soucis. Si les routes sont bien construites, ce qui est en train de se faire,
on peut faire Bangui, Bayanga en moins de 10 heures. Parce que là, avec les soucis, on fait même 24 heures. Oui. Mais si tout était correctement fait, mais ce qui est en train de se faire, on pourrait faire moins de 5 heures. Même pour aller à Chinko, à Ndélé, on ferait moins de 24 heures. Au niveau des musées, il y a un souci. C'est vrai, le musée, on n'a qu'un seul musée qui est très réputé. Oui. On a plusieurs musées. Mais les gens parlent plus du musée Barthélemy Boganda, Oui. qui a beaucoup à offrir, qui a été saccagé en 2013 par les rebelles. Oui. Nous trouvons des partenaires afin de nous aider. Certes, le gouvernement est plus dans l'installation de la paix, de tout ce qui est santé, éducation, l'énergie, l'humanitaire, parce que c'est prioritaire. Oui. Mais en entrant dans la phase de développement, on penserait également aux arts, à la culture et au tourisme. Mais le président a déjà fait des efforts de contribuer à la réhabilitation de plusieurs endroits, à Bayanga, même de certains hôtels ici. Nous trouvons également des partenaires afin de construire. Et au niveau, nous aussi, nous avons, moi en tant que ministre, j'ai l'obligation de tisser des contrats avec des partenaires privés. Oui. Pour construire des musées, des salles de spectacle et autres. D'accord. Parce que l'État ne peut plus faire. C'est en étude ou alors il y a déjà des partenaires avec lesquels... Vous savez, il y a des partenaires. C'est-à-dire, même si vous trouvez les partenaires ici ou à l'étranger, quand vous leur écrivez, ils vous disent « Ah, moi, on vient à peine de clôturer le bilan, revenez dans un an. » Oui. Si dans un an, vous n'êtes plus ministre, c'est terminé. Celui qui vient après va devoir relancer. Oui. Là, je suis sur ma 2e année. Oui. Certains me disent, bien sûr, on peut vous aider. Donc, ils commencent toujours un peu. D'autres nous retardent. Ah ben non, vous allez aux élections, chez vous, là, il y a toujours de la casse, on ne veut pas investir maintenant, sinon vous allez tout casser. Oui. On a des promesses. Certains ont commencé petits, d'autres disent, on revient après les élections. On verra si ce cycle de 10 ans-là sera brisé. Oui. Donc, nous devons les défier. Défier les partenaires, leur dire que vous pouvez investir, vous pouvez revenir et poser, c'est-à-dire les bonnes graines ici en RCA. Il faut davantage vendre la destination Centrafrique. Vendre la destination. Moi-même, je le fais sur les réseaux sociaux. Et même nos artistes font un magnifique boulot. Le président a mis en place ce qu'on appelle l'ensemble artistique national. C'est-à-dire qu'à l'époque, Bokassa avait déjà cette vision. Il prenait les meilleurs artistes et il voyageait avec. En Libye, au Tchad, partout où il allait, il voulait que ces artistes l'accompagnent pour pouvoir chanter pour lui, pour sa gloire aussi. C'était un empereur. Donc, Pontouadéra a eu aussi cette vision. Mais maintenant, on a plus d'artistes qu'auparavant. Du coup, il a créé le Globe, mais il ne se balade pas avec ces artistes en question. Mais c'est maintenant à eux de sortir pour se vendre ailleurs. Mais à chaque cérémonie ici, il leur fait appel pour qu'ils viennent prester et que les gens admirent la beauté de la culture centrafricaine. Alors, nous restons toujours... Et ces artistes, justement, vous avez évoqué les artistes. Quelles sont leurs conditions de vie, leurs conditions par rapport à la posture du gouvernement? Est-ce qu'ils sont... Ils bénéficient, je sais pas moi, des subventions? Est-ce qu'ils sont considérés comme des entités à part entière au sein de la gestion du bien public ici? Dans l'ensemble artistique, il y a plus de 300 artistes que le président a constitué dans cet ensemble artistique. Il y a ceux qui chantent, il y a ceux qui font le théâtre et ceux qui font la danse culturelle. La danse traditionnelle, excusez-moi, la danse traditionnelle. Et récemment, en début d'année, ils ont été intégrés. Ils sont désormais fonctionnaires. C'est-à-dire qu'en plus de ce qu'ils font, qui leur donne un peu de sous, le président a voulu sécuriser un peu leurs œuvres. Donc, ils sont désormais fonctionnaires et relancer aussi le BUCADA, c'est-à-dire le Bureau des droits d'artistes, comme le droit voisin. On voit ailleurs, il y a SACEM et tout ça et autres, c'est pour qu'ils puissent bénéficier. C'est vrai, ça a été un combat, mais c'est en train de se mettre en place et c'est en très bonne voie. Donc, nous avons des artistes, ce qui est rare ailleurs, mais qui sont des fonctionnaires, qui ont un minimum de quelque chose chaque fin du mois afin de compléter avec ce qu'ils ont quand ils vont prester ailleurs. Bayanga, parlons-en. Comment est-ce que vous avez fait pour déplacer le président? C'est vrai qu'on le sait, très simple, modeste, il faut bien le dire, mais quand même, aller jusqu'à Bayanga, d'après nos informations, c'est pas toujours facile, et vous le disiez d'ailleurs, l'état de la route, etc. Alors, comment vous avez fait? Bayanga, avant mon arrivée au gouvernement, le président, on parlait déjà. Il demandait à son Premier ministre de tout faire pour qu'il ait au moins un jour le Conseil des ministres à Bayanga.
Les conditions n'ont pas permis au début que les choses se fassent. Et à mon arrivée, avec nos partenaires VVF et autres, on a pu s'asseoir et le ministère des Eaux et Forêts et se dire qu'ailleurs, il y a la journée, il y a la journée des aires protégées. Oui. Alors pourquoi ne pas organiser cela en Centrafrique? Et donc, on a des partenaires qui sont très ouverts. Et avec mon collègue des Eaux et Forêts, on a soumis l'idée au Conseil des ministres. Et le président a dit, tiens, j'ai déjà été là-bas il y a 2 fois en tant que Premier ministre. Oui. Et là-bas, il y a des merveilles. Cette fois-ci, je suis d'accord, si c'est bien ficelé, bien préparé, je suis partant. Donc le dossier a été monté. On a eu plusieurs réunions par rapport à sa sécurité, à tout ce qui est normal, parce qu'on est fait déplacer quand même un président et plusieurs ambassadeurs. Et franchement, il a accepté. On n'en revenait pas trop, mais on était ravis. Des très belles images, en tout cas. Oui, et il a été le premier à vendre Bayanga, à vendre les merveilles, à en parler. Donc, on tient à ce que les images circulent un peu partout, que les gens voient ce qu'il y a là-bas. Oui. En tout cas, on vous rassure tout de suite, ces images circulent déjà sur Pan-African Media et continueront de circuler. Je voudrais à présent m'adresser à, non pas la ministre, mais à Marie Poto, la panafricaniste que tout le monde connaît. Parce que justement, si vous nous rejoignez à l'instant, en parlant de Madame Ngola Ramadan, sachez que c'est effectivement la Marie Poto dont vous connaissiez, cette panafricaniste qui a porté l'étendard de la République centrafricaine, mais aussi du continent africain, à travers ses nombreuses publications, ses sorties télévisées, auxquelles elle portait l'Afrique dans son cœur. Je voudrais donc m'adresser à Marie Poto cette fois-ci. Est-ce qu'il y a eu un grand changement entre Marie Poto, la panafricaniste, et celle qui occupe aujourd'hui la fonction de ministre en Centrafrique? Non, ce qui change, c'est le droit de réserve, effectivement, parce qu'on ne peut plus, on est ministre de la République. Oui. Il n'y a pas d'opposition dans ce qu'on fait. On est ministre, on n'est pas ministre opposant au tel, on est là pour servir tout le monde. Oui. Donc, même quand on écrit, quand on publie, il faut pas que les gens se sentent lésés en disant que c'est la panafricaniste, c'est celle qui défend le président et tout. Ouais. Et ce que je faisais, si je le fais maintenant, ça pourrait aussi repousser certains partenaires. Oui. Parce que vous savez, quand on a été combattu par certains, que je suis dans l'obligation de recevoir désormais ou de répondre à leur invitation. Donc, nous sommes obligés de jouer à la diplomatie. Oui. Et puis, il faut bien le dire, le président, sa politique étrangère, il mise beaucoup sur la diversification du partenaire, tout à fait. Ce qui est très important. Que pensez-vous de la présence des Russes ici dans ce pays et comment est-ce que vous analysez leur apport au niveau sécuritaire dans le pays? Comme on dit, au grand mot, les grands remèdes. Oui. Certains disent que le président n'a pas signé avec l'armée russe, a signé avec des voyous. Oui. Avec des agents de sécurité. Mais le président a signé ni avec l'un ni avec l'autre, mais a signé avec la Fédération de Russie. Oui. Après, le président Poutine nous envoie, selon ce qui a été décidé là-bas au Conseil des Nations Unies, au Conseil de sécurité, ce qui a été signé. Oui. Des instructeurs russes et ce qu'il faut par rapport à la sécurité. Mais face à des rebelles, à des mercenaires voyous, violents, cruel, je pense qu'il fallait des gens comme ces Russes-là. Parce que je me souviens dans une de nos émissions, vous et moi, on disait que certains, en 10 ans, voire plus, même 100 ans, 30 ans on va dire, n'ont pas pu sécuriser le pays. Oui. Mais quand eux sont arrivés, en 6 mois, ils l'ont fait. Oui. Et pas en 6 mois, 50%, mais plus. Moi, j'ai vu leur démonstration que quand Bozizé a tenté son coup d'État, parce que quand les Russes étaient arrivés, on ne les voyait pas. On disait qu'ils sont à Birengo. D'autres disaient, mais ils font quoi là-bas? Depuis longtemps, ils sont à Birengo. Ils font quoi? Ils font quoi? Ils prenaient des renseignements, ils se formaient, et tout ça, ils prenaient vraiment le temps. Mais quand Bozizé a juste essayé de nous dégratiner la paix qu'on était en train d'installer, ils sont sortis. Et là, ils se sont montrés à leur niveau et ils ont nettoyé le territoire. Donc, pour moi, c'est peut-être pas l'armée légale russe qu'il fallait, mais il fallait les Wagner pour répondre à ces mercenaires, à ces voyous qui éventraient des femmes enceintes, qui violaient des femmes,
qui égorgeaient les gens, il fallait des gens comme eux pour répondre à leur comportement. Ouais. Et ils ont nettoyé le terrain. Certains se plaignent de leur bavure, mais excusez-moi, comme on dit, il n'y a pas d'accouchement sans douleur. C'est un prix que nous avons payé. C'est un prix. Et le président, je l'ai écouté dans certaines interviews dire qu'il va tout faire pour qu'il ait la paix en RCA. Le mot « tout » veut tout dire. Oui. Parce que comme Bozézé et ses voyous étaient aux portes de ce pays, en train de rentrer, les gens disaient au président Touadéra de partir. Si le président part, mais on est foutu. Ah oui. Et il a répondu qu'il n'allait pas bouger, qu'il allait rester. Mais quand ces rebelles, quasiment les mêmes, rentraient en 2013, Bozézé est parti. Quand Djotoda est rentré avec ces gens, Bozézé est parti. Et vous voyez dans quel état le pays a été mis en 2013 à 0. Mais quand le président dit qu'il ne bouge pas, qu'il reste, on était rassurés. On s'est dit, waouh, on a trouvé l'homme de la situation. Et ce fut le cas. Et c'est encore le cas. C'est encore le cas, Marie Poto, cette fois-là. Alors, je voudrais, au moment de sortir de cet entretien, vous demander, vous savez, la RCA a beaucoup de jeunes, majoritairement peuplés de jeunes et de femmes. S'il y avait un dernier message à adresser à ceux-là, pour vous qui avez vu le pays traverser cette longue période de disette, de crise, qui a été d'ailleurs instrumentalisée comme étant une crise confessionnelle entre chrétiens et musulmans, après avoir vu ce qui a été fait par le président Faustin-Archange Touadéra en 10 ans, pour que nous ayons cette paix, cette stabilité, ce bien-être qui est en train d'être, qui est palpable d'ailleurs en République centrafricaine, quel message passeriez-vous à cette couche de la société au moment où nous refermons cet entretien? Le message pourrait être long, mais ça vaut la peine. Très bien. C'est-à-dire que c'est vrai que parfois on dit on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Que les gens ne soient pas flattés par les autres candidats. Sans vous mentir, Dolo Guélé, il nous étale chaque fois sa profession de foi, ses plans, ça a l'air magnifique. Mais il attend d'être président pour aider son pays. Ce n'est pas bien. Quand on est patriote, on n'attend pas pour servir son pays. Il peut nous quitter demain. Oui. Ce qu'il a comme plan de travail, ces millions qu'il gagne, ces milliards qu'il a, pourquoi ne pas donner? Dolo Guélé refuse. Il voudrait d'abord être élu. C'est-à-dire c'est du donnant-donnant. Et à chaque fois, il fait rêver les gens qu'il va les rendre riches, qu'il va faire ci, il va faire ça. Pourquoi ne pas le faire pendant qu'il est simple citoyen? C'est-à-dire, même son devoir de citoyen, il ne le fait pas. Alors que grâce à ce pays, il est devenu milliardaire. Les autres candidats, je peux dire que s'ils sont connus, c'est parce qu'ils ont été les ministres du président Touadéra. Donc, être son challenger aujourd'hui, pour eux, c'est être connu. Donc, pour eux, je peux dire que c'est juste pour être célèbre qu'ils ont tenu à coller leurs photos, leurs images à la sienne. Donc, je peux leur dire de revenir dans 10 ans, au moins. Oui. Minimum 10 ans. Ils ont le temps vraiment de se muscler. C'est de dire aux jeunes, vous savez, quand il y a eu les soucis en 2013 et qu'il fallait quelqu'un pour conduire la transition après Djotodia, on a préféré une femme. Oui. On se dit peut-être que Samba Panza, pour ne pas la citer, oui. On se dit que la femme, c'est la douceur. La femme, ça apaise. Du coup, elle a été choisie. Mais quand on voit le président Touadéra, on se dit que non seulement, c'est-à-dire Panza étant une mère aussi, on se dit qu'avec le président Touadéra, on n'a pas que le père de la nation. Comme s'il a un côté maternel. Donc on a et le père et la mère. Et il fait les deux. Et il n'est pas dans un complexe de supériorité ou de m'as-tu vu. Dolo Guélé, les autres, c'est je sais bien m'habiller, je suis bien manicurée, bien coiffée, pédicurée haute. En temps de guerre, on n'en a pas besoin, monsieur Bachir. On veut l'homme de la situation, celui qui peut tenir ce pays, le conduire à bon port. Donc, leurs jolis costumes, leur barbe bien rasée, leur coiffure, leur manicure, pédicure, on n'en veut pas. Si on dit que le président Touadéra ne sait pas faire comme les autres parce qu'il n'est pas du genre extravagant, ça ne nous dérange pas. Il s'habille comme il veut, il est comme il veut et on l'aime comme ça. Il s'habille très bien. C'est un monsieur qui pèse.
quand je parle sur Afrique mondiale, que je donne son nom au Conseil, je pèse par rapport à quoi? Par rapport au président Touadéra. Exactement. C'est parce que c'est l'homme de la situation. C'est un homme qui peut gérer les situations difficiles. Dolo Guelleh a été face à plusieurs situations difficiles. Vous pouvez vérifier, il s'est évanoui. Mais pas en tout cas, c'est physiquement. Hein. C'est pas évanoui dans le sens figuré, non, dans le sens propre. Il n'a pas tenu. Pour Touadéra, il a géré presque toutes les situations. Il a pris un pays qui était dans le gouffre et où des compatriotes à l'étranger ont fait plusieurs meetings devant des institutions européennes pour demander à ce qu'on nous supprime toute aide budgétaire. Et croyez-moi, c'est-à-dire ces grandes institutions, sans vérifier, nous ont tout coupé. Pendant plusieurs années, ils ont fermé tout le robinet. Le président s'est battu. Et c'est que maintenant, il y a 2-3 ans, commence à nous remettre un peu ces miettes-là. Désolé de le dire, mais après la levée de l'embargo sur ceci, que maintenant, l'embargo sur cela. Parce qu'il a dû se battre pour que l'embargo sur les armes soit levé. Je crois que c'est en juillet 2024. Et en novembre 2024, l'embargo sur le diamant. Vous voyez, 2 grands efforts de sa part. C'est là qu'on a su qu'on a en face de nous un homme qui sait parler, qui sait dialoguer. Et maintenant, c'est maintenant, 10 ans après, que d'autres commencent à revenir pour dire, ah, maintenant, on comprend que c'est l'homme de la situation. Donc, plusieurs jeunes font avoir, ont été faire des meetings en Belgique, donc devant telle institution, pour nous faire couper l'aide budgétaire. Mais qui maintenant regrettent parce que plusieurs sont revenus. Ceux qui injuraient le président ont fait leur mea culpa. Pardon. Mais comme il a le cœur d'une mère, il a le cœur de Dieu, il a plusieurs mamelles à leur donner, il leur dit, venez, je vous pardonne, venez téter, venez. Et ils sont presque tous revenus. Ceux qui ne le sont pas, ils le sont certainement pour la bonne cause. Hein. Parce que même le diable a été créé pour une cause. Hein. Voilà, pas dire que pour aller en enfer. Donc que les jeunes ne soient pas trompés, ne soient pas dupés par ceux qui se disent riches, bien habillés, bien coiffés, bien sapés. On n'en veut pas. Nous ne sommes pas là pour faire un concours de beauté. Je tiens un ministère qui couronne, qui parraine le concours de Miss Centrafrique, mais je ne suis pas venu pour faire un concours de Miss non plus. Je suis venu pour tenir un ministère, pour le relever. Et depuis 2 ans, c'est ce que je fais. Et le président fait beaucoup plus que nous tous. Et nous devons continuer à le soutenir. Hein, et non dire que nous sommes derrière vous. Non, nous sommes à ses côtés et avec lui. Et les actes suivent. Merci en tout cas. Gola Marie-Françoise Ramadan Mamata, nous sommes encore une fois très très honorés pour cet échange qui permet à tous les téléspectateurs de Pan-African Media à travers le monde de savoir qu'à côté de cette facette de combattante, Marie Poto, il y a aussi cette dame qui peut assurer aux côtés du chef de l'État, ce qui est le cas ici en République centrafricaine, une fonction ministérielle qu'elle conduit d'ailleurs très bien. Merci pour cet entretien. Merci, M. Bachir. Merci à tous. Mesdames et messieurs, nous restons toujours ensemble et merci de rester fidèles au programme de Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie.